Donc, bonsoir, messieurs, dames. Merci d'avoir bravé le froid ce soir pour être parmi nous. Vous êtes courageux. Donc, je me présente. Moi, c'est Estelle. Je travaille aux Amis de la Terre de Québec. Je travaille plus spécifiquement sur la réduction des déchets, mais je suis aussi en charge de la vie associative de l'organisme et des communications. Avant de vous présenter, Bruno, le contenu de la conférence, je vais juste vous dire un peu qui on est, les Amis de la Terre. On est un organisme qui travaille en défense collective des droits, principalement. Donc, on a différents moyens pour défendre nos droits, là. On se donne des formations d'éducation populaire comme ce soir. On travaille en comité avec nos membres sur différents dossiers comme l'agriculture, l'eau et l'énergie. On s'intéresse à tout ce qui touche aussi le mouvement communautaire. Donc là, ce soir, on parle d'austérité. Ça touche l'environnement, mais ça touche aussi toutes sortes de pans de la population. Donc, on est très proche du milieu communautaire à Québec. Et ce qu'on fait comme une activité comme ce soir, on en fait régulièrement. Les prochaines, ce mercredi, en fait, après-demain, on propose une soirée d'accueil aux gens qui veulent venir nous rencontrer, en apprendre davantage sur qui on est, ce qu'on fait, etc. C'est ici au centre de l'environnement, mais dans nos bureaux, juste en dessous. Donc, c'est ce mercredi. Puis, à l'activité prochaine, ça va être une projection-discussion sur le thème de l'eau, dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau. Si vous n'avez pas eu l'occasion de prendre une petite programmation préliminaire, en fait, c'est préliminaire parce qu'il manquait une conférence dedans qui maintenant est décidée, qui va avoir lieu le 18 mars sur l'eau. Mais il y en a à la sortie. Puis si vous nous avez laissé votre courriel, vous allez recevoir nos infolettres une fois toutes les 2 semaines qui présentent en fait toutes nos activités, ce qui s'en vient, etc. Donc, petit rappel aussi, cette semaine, c'est une semaine d'action dérangeante contre l'austérité. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Il y a des gens qui sont allés aujourd'hui occuper les bureaux du ministre de l'Éducation au complexe G. D'autres groupes qui sont allés dans les bureaux de députés porter des copeaux de bois pour démontrer que quand on coupe, il ne reste plus grand-chose. Et plus en lien avec l'environnement, ce jeudi, donc le 26 février, de 16h à 17h, le groupe Stop Oléoduc de la capitale nationale organise un rassemblement devant le siège social de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Donc, si ça vous intéresse, je me suis imprimé l'information après la conférence. Pour les investissements du pétrole. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça, la conférence va être filmée. Après la présentation de Bruno, qui devrait durer environ 1 heure, il va y avoir une période de questions, discussions, etc. En général, c'est à peu près une demi-heure. Ça dépend un peu toujours de votre intérêt, tout ça. Donc, c'est moi qui vais animer la période, puis Bruno répondra en fait à vos questions, commentaires, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on a invité Bruno aujourd'hui à parler? Bruno représente aujourd'hui le Réseau québécois des groupes écologistes. C'est un réseau super important pour nous, les Amis de la Terre. C'est le réseau dont on est membre qui nous ressemble le plus. Il y a toutes sortes de groupes membres. À Québec, il y a par exemple Crac Bitume, qui est l'organisme à Québec qui est très proche de nous aussi. Donc, on est super contents et contentes de l'avoir avec nous. Donc, sans plus tarder, Bruno, je te laisse te présenter et amorcer la conférence. Donc, merci beaucoup. Bonne conférence. Merci, Estelle. Merci beaucoup, Estelle. Oui, effectivement, les Amis de la Terre qui sont membres de RQGE. Crac Bitume aussi est un de nos groupes membres. Alors, écoutez, bonsoir. Je suis très content d'être là. Très content d'être là ici à Québec pour vous parler. J'ai fait mon cégep à Québec, fait que revenir ici, pour moi, ça ramène toujours des beaux souvenirs. Je trouve ça un peu plate, par exemple, de venir vous parler de trucs d'austérité. C'est toujours un peu comme des mauvaises nouvelles. C'est un peu notre lot en environnement, des fois, d'amener les mauvaises nouvelles. Mais quand même, on y va un peu avec humour ce soir. Du moins, on va essayer. Alors, écoutez, c'est ça, austérité environnement, ou pourquoi on est dans la merde. Ça commence déjà sur un ton un peu cynique. Alors, c'est sûr que je ne vais pas défendre les politiques d'austérité ce soir. J'espère que c'était bien clair. Ce que j'avais prévu de faire, en fait, c'était, dans un premier temps, me présenter un peu mon organisme. Après ça, on se lance dans l'austérité, juste pour essayer de comprendre vraiment ce que c'est l'austérité. Parce que c'est quand même important si on veut parler après ça des répercussions en environnement. Ensuite, on regarde comment ça nous... c'est quoi les impacts que nous, on ressent en environnement au Québec. Et puis, on va plus sur une ouverture, discussion, mobilisation sociale, et voilà. Alors, sans plus tarder,
Ah oui, je tiens. Excuse, On peut vas-y. reculer. Oui, c'est Oh, ça. voyons. Je tiens à remercier, c'est ça. J'ai eu l'aide, en fait, pour faire la présentation ce soir. La conférence, c'est une conférence que je donne à plusieurs endroits au Québec, que je vais probablement redonner plusieurs fois ce printemps-ci. Il y a l'IRIS qui nous a donné un coup de main pour la montée aussi. Hein? Je ne suis pas un économiste, mais on a nos camarades de l'IRIS, notamment Bertrand Shepard, que vous suivez peut-être ses billets de blog dans le journal de... le journal de Montréal. Bon, c'est ça, Bertrand s'intéresse beaucoup aux questions environnementales. Il y a aussi Maude Prudhomme, qui est la présidente du RQG, mais qui est aussi une militante du groupe Tache d'huile en Gaspésie, et Thomas Berryman, qui est un professeur en sciences de l'environnement à l'UQAM, au Centre de recherche sur l'éducation relative à l'environnement. Voilà. Alors, c'est bon, qui suis-je? Pourquoi est-ce que je parle d'austérité et d'environnement ce soir? En fait, je vous ai déjà dévoilé que je n'étais pas un économiste. Alors, voici un de mes punchs. Je suis en fait un géographe. J'ai étudié en technologie forestière, ici, dans la capitale nationale, mais ne voulant pas exploiter les forêts comme carrière, je me suis dit que je serais mieux de continuer sur l'étude du territoire et de la société. Donc, je me suis lancé en géographie. Ma spécialité, mon dada, c'est le mouvement environnemental. Alors, mouvement environnemental au Québec, dans le monde, la lutte environnementale dans les mouvements sociaux. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus et c'est un peu à ce titre-là que je me suis retrouvé à la coordination du Réseau québécois des groupes écologistes, qui est un regroupement d'organismes écologistes communautaires au Québec. J'entretiens un blog dans le Huffington Post, que vous avez peut-être déjà vu, une fois par mois, où je commente l'actualité et je critique les conservateurs, ce qui est un de mes passe-temps. Ça me prend des passe-temps. J'enseigne au cégep Marie-Victorin, j'enseigne la géographie. Le soir, je donne des cours au cégep. Et aussi, je fais des romans à temps perdu, romans engagés, qui parlent un peu de ces mêmes questions-là. Alors, le Réseau québécois des groupes écologistes. Avant ce soir, qui en avait entendu parler? Wow! My God! Ça fait 4 ans que je suis là. C'est la première fois que j'ai autant de mains qui se lèvent. On s'attend toujours à ce que les gens ne connaissent pas le RQGA, d'accord? Et c'est correct. Notre rôle, c'est vraiment d'aider, d'appuyer les groupes écologistes au Québec. Alors, on est plus en arrière-scène, on les appuie, on essaie de les outiller, de les renforcer. Alors, on est là depuis 1982. D'ailleurs, les Amis de la Terre sont un des groupes à cette époque-là qui s'était rassemblé avec d'autres organismes pour créer le RQGA. Alors, ça nous ramène hein, quand même. Mais c'est ça. On est là donc surtout pour aider les groupes. On est le plus gros regroupement d'organismes environnementaux au Québec et c'est surtout des organismes communautaires. On a plusieurs organismes en défense collective des droits, dont les Amis de la Terre à Québec. Et puis on a des groupes un peu partout au Québec qui travaillent sur à peu près tous les dossiers environnementaux. Nommez-les, il y a probablement un de nos groupes qui s'en occupe. Et bon, ce qu'on fait surtout, c'est ça, c'est donner des outils, essayer de renforcer les groupes, être à l'écoute des besoins. Parfois, on est appelé à porter des analyses sur des dossiers qui concernent tout le monde, qui concernent à la fois tous nos groupes. Donc, par exemple, sur le plan Nord, on s'est positionné sur la question du lobbyisme. Hein. On a une réforme actuellement sur la loi du lobbyisme qui pourrait nous affecter. Alors, on prend position la reconnaissance, le financement des groupes, et des petites choses législatives qui sont des fois plates, mais tellement importantes. Et puis, c'est ça, on organise aussi différentes concertations. On réunit les groupes pour avoir des discussions, des échanges. Et on a un magnifique conseil d'administration de bénévoles qui est très dévoué. Alors, bon, voilà, c'est ça. Et puis, nos 3 valeurs sont l'autonomie, la solidarité et le respect de la nature. On s'inscrit un peu dans le mouvement environnemental au Québec, on s'inscrit un peu en dissidence par rapport au concept du développement durable. Hein? C'est un peu ce qui nous définit. On essaie d'être critique, on essaie d'aller peut-être plus loin que le développement durable, dont c'est ça une de nos communications récentes dans le devoir, juste pour aller plus loin que le développement durable. On était en commission parlementaire la semaine passée. C'est le message qu'on a tenu. On est en 2015, puis on estime qu'on doit aller un peu plus loin. Alors, on a souvent un discours qui est un peu plus critique, qui va aussi dans la dimension sociale, hein, ce qui est très important. Et, comme je mentionnais, on a 80 groupes. Notre magnifique site web, puis après ça, j'arrête de vous parler du RQG. C'est ça. Si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil sur notre site web. Il y a des nouvelles, en fait, de tous nos groupes membres, tout ce qu'ils font. Calendrier d'événements. Alors, énormément d'informations pour rester au courant de ce qui se passe. Alors, le fun, l'austérité.
On en parle beaucoup. Si vous êtes là ce soir, je présume que c'est déjà quelque chose qui vous préoccupe. Alors, je vais prendre ça pour acquis. L'austérité, quand on essaie d'en parler, quand on essaie de définir qu'est-ce que c'est, il y a la réponse courte et il y a la réponse longue. Alors, la réponse courte, vous l'avez probablement déjà. C'est des politiques qui visent la réduction de déficit budgétaire en période difficile, entre guillemets. On entend par là souvent des récessions ou juste après une récession. Et qu'est-ce qu'on fait avec des politiques d'austérité? On coupe dans les dépenses, hein, donc coupure dans les subventions, les programmes, on coupe, et on privatise des gros morceaux de l'État ou des petits morceaux, dépendamment de qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et on essaie d'aller chercher plus de revenus, généralement pas par des impôts, pas par la lutte à l'évasion fiscale, par exemple. On va chercher des revenus dans la hausse de frais d'usagers. Hein, on essaie d'individualiser les taxes pour aller rejoindre certains pans de la société. Par exemple, le transport collectif, transport en commun, où les prix augmentent constamment. Alors ça, c'est la réponse courte. Hein, on se serre la ceinture. C'est pas nécessairement même ce qu'on nous dit là, quand nos politiciens et politiciennes nous en parlent, mais c'est ce qu'on comprend. Alors ça, c'est la réponse courte. Maintenant, moi, je vais aller dans la réponse longue parce que c'est super important de comprendre l'austérité, d'avoir une très bonne compréhension de l'austérité pour voir c'est quoi les impacts en environnement. Et puis la critique qu'on fait de l'austérité, elle n'est pas superficielle aussi, elle cherche à aller plus loin. C'est une critique qui est un peu systémique, hein, qui essaye de déconstruire un peu les choses. Parce que pour nous, en fait, en environnement, ces politiques-là, ces mesures-là, c'est rien de nouveau, en fait. C'est la continuation de choses qu'on observe depuis plus loin que 2008. Alors, ça date pas de la crise financière. Il faut qu'on remonte. Et puis après ça, ben, ça devient beaucoup plus clair. C'est bon? Alors, l'austérité, version longue. Les politiques d'austérité, on les motive, on s'excuse de les faire en évoquant trois logiques. Okay? Trois logiques qui ne sont pas tous présentes hein, d'un pays à l'autre au Québec. Est-ce qu'on a les trois raisons? Pas nécessairement. Des fois, c'est l'une, des fois, c'est l'autre. Des fois, c'est les trois, quand on a de la chance. Alors, il y a des théories économiques. Hein? On a des grosses théories économiques, des calculs. On a des pressions politiques, donc des rapports de force entre pays, entre organisations. Et il y a l'idéologie, elle, qui n'est comme pas rationnelle, mais qui est quand même assez déterminante. Les théories économiques, okay, je vais vous épargner toutes les théories, mais je vais quand même mentionner qu'elles sont là et qu'elles sont très déterminantes. Alors, quand des décideurs, des économistes, des politiciens et politiciennes veulent justifier des politiques d'austérité, ça leur prend une espèce de cadre de référence, si possible avec justement des documents à l'appui des spécialistes, et il y en a. Alors, il y a plusieurs théories économiques qui évoquent, en évoquant différents chiffres et études, que les politiques d'austérité, c'est une bonne idée. Ça fonctionne. Sous-jacent à ça, on a évidemment tout le courant du néolibéralisme, hein, qui vise beaucoup à privatiser, réduire la taille de l'État. Ça, on doit beaucoup à notre ami Milton Friedman, qui est un économiste très influent aux États-Unis. Mais dans les temps plus récents, on va se référer généralement au rapport de Reinhardt et Rogoff. Alors, c'est deux personnes sympathiques ici, qui, en 2008, ont fait un rapport qui démontre, grosso modo, que baisser les impôts et baisser les taxes, ça stimule l'économie. OK? C'est ça qu'ils veulent dire. Quand on fait des baisses d'impôts, on encourage les investissements. Hein, les gens ont envie de faire de l'entrepreneuriat, les compagnies veulent s'installer, ils sont trop imposés de toute façon. Alors, c'est merveilleux. 2008-2009, c'est ça. Donc, supposément que c'est une bonne chose. Ensuite, peut-être la deuxième théorie économique la plus influente, c'est juste au niveau de la dette. Okay? On s'obsède sur la question de la dette. On invoque en anglais ce qu'on va appeler le fiscal cliff, c'est-à-dire le moment où la dette d'un État est tellement importante qu'il n'y a juste plus du tout de façon de s'en sortir. C'est comme un précipice, hein? On est tellement endetté que juste payer les intérêts, on ne s'en sortira pas, puis ça va être la mort. Alors, pour la question de la dette, on va toujours se servir d'un indice qu'on appelle le ratio dette-PIB, okay? Entre la dette d'un État et son produit intérieur brut. C'est quoi le ratio? Combien est-ce qu'on est endetté versus combien est-ce qu'on a d'argent dans une année? Ça va? OK. Ensuite, donc, le ratio dette-PIB, okay, c'est vraiment un indicateur super important. Dans le monde, ça ressemble à peu près à ça.
Alors, on voit que l'Europe est quand même dans une situation où est-ce qu'on est un peu plus dans le rouge, c'est comme brun, là, mais c'est ça. L'Europe, certains pays d'Afrique, les États-Unis aussi qui sont dans le trouble, le Japon qui a peut-être qui est comme au deuxième rang des pays où il y a le plus grand ratio dette PIB, eux autres ça va jusqu'à 200%. C'est le premier. C'est le premier, bon, c'est ça. Alors, il y a certains pays où ça va mieux, hein, mais généralement, on a comme des situations plutôt difficiles dans les pays industrialisés. Alors, voilà, mais encore là, ben, c'est assez réducteur, mais c'est ce qu'on comprend. OK, pour ce qui est des pressions politiques, okay, même si on ne tient pas compte de notre revenu, si on ne tient pas compte des dettes, on peut être forcé à prendre des politiques d'austérité juste à cause de pressions politiques. Ça ne nous tente pas, on n'y croit pas, peut-être, mais est-ce qu'on a le choix? On se fait mettre de la pression. En Europe, ça a été beaucoup le cas par des entités supranationales, supra-étatiques, comme le Fonds monétaire international, qui, par exemple, avant de prêter de l'argent à un pays dans le trouble, comme la Grèce, dit, ben écoute, la Grèce, j'ai vraiment envie de te prêter de l'argent, mais avant que je le fasse, il va falloir que tu fasses ça, 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 coupe ci, privatise ça, puis là, peut-être, on va se parler, puis je vais te faire un chèque. Fait que des pressions politiques, oui, les entités supranationales, le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, mais aussi des intérêts privés, comme des banques ou des consortiums de banques. La Banque centrale européenne aussi. Et dans cette logique-là, c'est toujours pour rassurer les créditeurs. Hein, on sait que le système économique est comme un peu, comme une personnalité très insécure et doit constamment être rassuré. Est-ce que vous allez être capable de me rembourser? Alors, on veut rassurer les investisseurs, rassurer le marché. Et ce qui sert à rassurer le marché, c'est les politiques d'austérité. Allez savoir pourquoi. Bon, ça nous sécurise. Ensuite, l'idéologie qui est le moins rationnelle et qui se cache parfois, pas toujours. L'idéologie, ben, grosso modo, hein, c'est ça. C'est juste cette idée qu'on favorise la compétition sur la coopération. L'État, ça ne nous intéresse pas vraiment parce que l'État-nation, dans le modèle qu'on a, il est supposé servir à quoi? Il est supposé servir à redistribuer la richesse. C'est une de ses grosses fonctions. C'est pour ça qu'on a ça. Sinon, qu'est-ce qu'on fait avec un État? Mais ce rôle-là, il ne nous intéresse pas vraiment parce que ça veut dire que les gens qui ont moins d'argent reçoivent de l'aide et on ne donne pas tout l'argent à celles qui sont plus riches. Alors, ça ne nous intéresse pas trop. Redistribution de la richesse, ça nous fatigue. On veut réduire la taille de l'État. Trop d'État, trop de fonctionnaires. Hein? Trop de fonctionnaires. Vous devez l'entendre 2000 fois par jour à Québec. Hein? C'est comme avec les radios poubelles, puis je sympathise avec vous. Il y a toujours trop de fonctionnaires, puis on haït donc ça. Et on fait référence à quoi, le point de vue idéologique à ce moment-là? Le néolibéralisme, évidemment, mais aussi le néoconservatisme. La droite en général, et cette espèce de conception de la société qu'on appelle le darwinisme social, qui dit, ben, quand tu es capable, puis tu as les moyens, tu devrais être plus fort, puis avoir tout ce que tu peux, et arriver au top, c'est comme une espèce de pyramide, et les gens qui sont plus vulnérables, qui ont de la difficulté, on s'en fout, puis ils peuvent crever, peut-être. C'est comme pas important, ok? Alors, idéologie, puis ça, c'est pas rationnel, ok? Des fois, ça ressort, là, quand tu écoutes les gens de l'Institut économique de Montréal, mais en tout cas, fait que, idéologie. Ensuite, l'histoire de l'austérité, ok? Quand je dis que ça remonte pas à 2008, c'est vrai, et en même temps, c'est beaucoup depuis 2008 qu'on en entend parler, et beaucoup depuis 2008 qu'il y a des politiques d'austérité. Mais, il faut quand même remonter un peu plus loin. L'histoire de l'austérité, c'est un peu l'histoire du capitalisme moderne, hein, à peu de choses près. Alors, le capitalisme moderne, c'est la révolution industrielle. Hein, donc, on sort de la Renaissance avec les marchands et tout. Et là, on arrive dans la révolution industrielle. Et ce qu'on remarque, en fait, juste dans l'économie mondiale, c'est un cycle qu'on va appeler de boom and bust. C'est-à-dire, on est dans des gros booms économiques, tout va bien, puis là, ça crache, c'est la récession, tout le monde est à la rue, on meurt de faim. Et c'est comme ça, cyclique, sans arrêt, pendant tout le 19e siècle à peu près, jusqu'à la grande et grosse crise de 29. Parce que là, ça va tellement mal qu'on commence à se dire « Hey, peut-être qu'on devrait faire quelque chose pour éviter ça. » Parce que c'est un problème. Alors on se dit, ben, à partir de 1939, il y a le modèle keynésien qui arrive de M. John Maynard Keynes, qui est un économiste, qui se dit « L'État devrait prendre une plus grosse part dans l'économie, puis s'arranger pour régulariser tout ça, pour pas que ça soit juste boom and bust, mais plus comme une ligne droite. »
Et dans cette époque-là, entre 39 et 70, émerge le modèle de l'État qui vise plus la redistribution de la richesse, s'occuper des personnes plus vulnérables, et aussi émerge, avec le syndicalisme beaucoup, une classe moyenne. Classe moyenne qui est comme une anomalie dans l'histoire du capitalisme. Okay? Ça, c'est comme quelque chose d'exceptionnel. Classe moyenne. À partir des années 80, ce modèle-là, keynésien, commence à s'éroder, de façon très, très significative. Il y a une récession dans les années 80, et on commence à dire, ben, la solution pour la prospérité économique, c'est pas d'avoir un État qui investit, c'est d'avoir un État, justement, qui rétrécit, et très fort, beaucoup en Europe. Et là, ben, les politiques d'austérité deviennent un peu le pain quotidien. Et c'est encore comme la seule solution de se sortir des problèmes. Alors, on arrive au cas de l'Europe. Et pourquoi est-ce que le cas de l'Europe est si... chaque fois qu'on parle d'austérité, on parle de l'Europe. Hein, grosso modo. Mais c'est parce que ça le servait un peu de laboratoire d'expérience. Depuis 2008, le style, ça l'a frappé à travers tous les différents pays, ou presque, même ceux qui avaient plus de ressources comme l'Allemagne. Alors, ça a été comme très majeur, réparti. Ça a aussi été beaucoup étudié. Hein? On a essayé de voir les chiffres, d'étudier, de comprendre pourquoi on fait ça, est-ce que ça fonctionne. Il y a eu beaucoup de mouvements sociaux aussi qui s'y sont opposés, qui ont émergé aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive en 2008? La crise économique qui est causée par la crise des hypothèques, des subprime mortgages, qui est aux États-Unis. Hein, on est dans une économie mondialisée, n'est-ce pas? Merveilleux. Alors, il y a un problème aux États-Unis, c'est en Europe que ça crache beaucoup. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils font? L'Union européenne, la FMI, commence à exiger justement des mesures d'austérité en échange de prêts pour aider les pays à ne pas faire faillite. Si un État peut faire faillite, en tout cas, on ne veut pas que ça arrive. Alors, on coupe des centaines de milliards dans les services sociaux et la fonction publique à travers l'Europe. Okay? Vraiment énormément de coupures. Puis, c'est tous les États qui sont visés. On parle de privatisation, on parle de coupe de salaire, des fois suspension de salaire chez des enseignants, enseignantes dans le système de santé. Ça fait mal, OK? Ça fait très mal. Et quand on regarde, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, on parle d'un ratio dette-PIB qui était environ à 70% okay, en 2008. Et le ratio dette-PIB, je vous avais montré, on a le Japon qui est comme à 200%. 70%, c'est quand même, c'est considéré comme étant plus ou moins moyen. On estime qu'un pays est dans le trouble quand il est à 60% à peu près. Donc là, la moyenne en Europe, c'est 70%. On a un ratio dette-PIB qui est légèrement au-dessus de ce qu'on juge comme étant acceptable. Mais en 2012, le ratio est rendu à 90%. Alors, le ratio dette-PIB a augmenté, ce qui veut dire que, globalement, l'Europe s'est appauvrie, ou du moins s'est endettée versus ses revenus, versus son activité économique. Aujourd'hui, la Grèce étant, là c'est 160%, en fait, ils sont rendus à 180% du ratio dette-PIB, alors c'est quand même beaucoup. Taux de chômage, 22% dans l'État de la Grèce au complet. Dans certaines régions, ça va être plus élevé, par exemple jusqu'à 30%. L'Italie aussi, qui suit derrière, à 120% du PIB. Alors quand même, il y a certains pays qui s'en tirent très mal. Portugal, notamment, où ça va très mal. Alors, une petite carte. Ah, j'avais dit que je suis géographe, hein? Moi j'aime ça les cartes. Alors, c'est ça. On a comme les chiffres en 2012 sur à peu près qu'est-ce que ça ressemble sur le ratio dette-PIB. Donc, on voit qu'il y a des pays qui sont plus considérés comme étant les perdants, la Grèce, l'Italie, Portugal, l'Irlande aussi. D'autres pays où ça va mieux. Donc, oui, l'Allemagne, ça va un peu mieux, mais c'est surtout les pays scandinaves qui s'en tirent bien. Voilà, Europe de l'Est aussi. Fait que c'est assez inégal. Hein? On va quand même de quelque chose comme 37% pour la Suède à 150% pour la Grèce. Ça, c'est en 2012. Alors, puis vous voyez qu'à partir de 2012, la Grèce continue à dégringoler. Okay. Et ces politiques d'austérité ne se font pas paisiblement. Elles ne se font pas paisiblement. Il semble qu'il y ait très peu de tout ça qui soit volontaire, qui soit souhaité par la population. On a eu des confrontations extrêmement violentes, très répandues. À certains moments, la Grèce au complet est en feu, à peu de choses près, de ce que j'ai compris. Alors ça va très mal, ok, dans différents pays. Et puis on a
beaucoup d'acteurs de la société qui s'y opposent. On a, ici, on est en Espagne et c'est des pompiers qui mettent le feu. OK? On a, c'est ça, ici, on est quoi? Belgique, Italie, Grèce, Espagne. Voilà. Et puis, c'est ça. Donc, ça se fait quand même, c'est bon, ça se fait quand même très, très difficilement. Donc, c'est pas volontairement, on n'accueille pas ça. Et quand on regarde les résultats, on se rend compte que ça marche pas. Mais ça, j'y arrive. Oui. Alors, dans les critiques, OK, les critiques qu'on adresse à l'austérité, maintenant, aujourd'hui, en regardant qu'est-ce qui est arrivé en Europe, OK, depuis 2008. Alors nous, si on se dit qu'on commence l'austérité officiellement, là, ben, c'est une bonne idée de regarder c'est quoi la critique qu'on a fait de ces politiques-là en Europe depuis 5 ans. D'une part, l'austérité, elle ne crée pas d'emploi. Quand on fait des politiques, quand on coupe à travers la fonction publique, on réduit la taille de l'État, on privatise. En bout de ligne, on n'a pas créé d'emploi. Okay. On n'a pas réussi non plus à augmenter le PIB vraiment. La crise financière de 2008, avec les politiques d'austérité, elle a démontré une relance parmi, en fait, la plus lente, selon les spécialistes, la plus lente dans l'histoire comme du capitalisme, dans l'histoire de l'économie récente. Là, la recouverte était de moins que 1%. Okay. Alors ça, c'est extrêmement lent. Donc, les politiques d'austérité n'ont pas permis de relancer l'économie. Donc, si on repense au rapport de Reinhardt et Rogoff qui disait « super bon, ça, vous faites ça, puis tout le monde va investir », ça n'a pas été le cas en Europe, OK? Ça n'a pas marché, même que ça a été la plus lente recouverte, toujours, plus lente que le crash de 29, OK? C'est ça que ça veut dire. Ensuite, on a augmenté les inégalités sociales. La plupart de la population a soit stagné dans ses revenus ou reculé, et les gens qui sont plus riches, on parle souvent du 1%, le 1%, ses revenus ont augmenté. Il y avait des opportunités d'affaires à ce moment-là, et elles en ont bénéficié. D'accord? Alors, c'est ça, la plupart des gains économiques qu'on a enregistrés depuis 2008 seraient allés au 1%. Alors, ce qu'on a réussi à faire comme recouverte économique, d'accord? Selon les économistes, ça serait allé surtout aux gens plus riches. On a des économistes ici, on a Robert Reich, on a Joseph Stiglitz, récipiendaire de prix Nobel en économie, Paul Krugman, aussi professeur, je crois, à Harvard. Et bon, c'est des économistes de renommée internationale qui disent des choses comme l'austérité, c'est croire qu'on peut sauver l'économie en la tuant. Selon Joseph Stiglitz, c'est un désastre complet. Et aussi, selon M. Krugman, c'est de pousser les pays au bord du fascisme. Okay? C'est le fun d'entendre les économistes avoir un langage aussi coloré. Sympathique, mais quand même, il n'y a comme pas de doute, pas d'équivoque pour une grosse partie, du moins, du corps académique économiste. Okay. Qu'est-ce qui se passe aussi depuis 2008? Ben, beaucoup d'opposition. Et c'est une opposition qui prend de l'essor. Ça serait difficile d'évaluer maintenant, en 2015, outre comme les sondages, là, exactement où sont les mouvements sociaux par rapport à ça. Ça, j'aimerais ça savoir, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a de plus en plus d'organisations contre les politiques d'austérité. Même en 2012, le FMI, qui était vraiment pour, qui demandait aux pays de faire ces politiques-là, a dû admettre en 2012 que ça ne marchait pas. Parce qu'ils ont regardé les chiffres. Ils ont regardé les chiffres, puis ils sont allés au micro pour dire « Écoutez, on a regardé les chiffres, puis ça ne marche pas. » Fait que depuis 2012, ben, ils sont un peu plus tranquilles là-dessus. Okay? Ils sont un peu plus tranquilles. Ils vont quand même parfois, des fois, le demander de pays en voie de développement. Alors, 2014-2015, grève générale en Belgique. Plein de grèves, ok, je ne les mentionne même pas toutes. 2015, en Grèce, élection du parti Syriza, qui est élu, qui est un parti de gauche, qui est élu uniquement sur la plateforme de aller contre le remboursement de la dette et contre les politiques d'austérité. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Vient de faire une alliance avec l'Italie, d'ailleurs, sur cette question-là. Alors, c'est pas rien, ok? C'est pas rien. Alors ça mérite qu'on suive. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers l'opposition aux politiques d'austérité, c'est beaucoup le sujet des inégalités sociales qui ressort. Alors, moi, je trouve ça particulièrement intéressant. On se préoccupe beaucoup de ces questions-là. Et c'est plus des gens du Parti communiste okay, qui s'intéressent juste aux questions des inégalités sociales. C'est devenu de plus en plus commun, de plus en plus populaire.
je dire, mainstream, OK? Même Oxfam est en train de faire une grosse campagne sur les inégalités sociales. J'aurais jamais cru, OK? Mais voilà, tu sais, quand on regarde les effets de la pauvreté sur la qualité de vie, la santé, l'environnement, ça devient juste une évidence. Alors, c'est pas une bonne idée d'avoir tant d'inégalités sociales. Au Québec maintenant. Alors là, on arrive déjà un peu plus avec l'environnement, OK? Nous, au Québec, l'austérité, ça fait quoi? 1 an, 2 ans qu'on en parle. Mais en fait, réduire la taille de l'État, puis couper dans les services publics, on fait ça depuis quand même longtemps. On n'est pas à notre première coupure quand même. On doit un espèce de virage, OK, d'austérité déjà à notre ami Lucien, qui en 96 a décidé de donner de donner quand même un gros coup à l'État québécois. Okay? Dans son discours, ce qu'il dit à son arrivée au pouvoir, grosso modo, c'est la souveraineté, ça va passer au 2e rang. D'accord? Ce qu'on a besoin de faire, surtout, c'est assainir les finances publiques. Okay? Assainir les finances publiques. On ne parle pas de rigueur, on ne parle pas de relance. Assainir, ça veut dire on a un déficit, puis il faut qu'on coupe dans le gras, puis c'est ça qu'on va faire. Fait que ça, c'est 96. Et là, déjà, 96, on coupe des milliards, oui, on va continuer. Et puis, ben, c'est ça, on arrive jusqu'à aujourd'hui avec plusieurs budgets qui sont allés chercher quand même beaucoup des investissements qu'on avait en santé, en éducation, et puis on coupe un peu partout, aléatoirement même. L'Institut économique de Montréal est un des groupes qui est le plus, qui se fait entendre beaucoup sur ces questions-là. Vous avez la chance de voir leurs analyses dans les journaux, dans les médias. C'est un think tank, donc c'est un groupe de chercheurs qui produisent des études et qui s'avouent en fait d'être à droite. Et maintenant, on les mentionne comme étant à droite, qu'on ne faisait pas avant, dans les médias de masse. Mais quand même, eux autres ramènent toujours la question de la dette. La dette, il y a une espèce de je sais pas comment dire en français, de compteur, merci, qui compte la dette. La dette, ça spin, et c'est l'enfer, OK? C'est comme si ça va exploser, on sait pas. C'est vraiment stressant, okay? Super stressant. Les autres, la dette, super important. Alors, j'avais parlé de l'obsession par rapport à la dette. Ça, c'en est une. OK? On ramène toujours ça, comme quoi, bon, on va le léguer aux générations futures, et ça va être la catastrophe. Et c'est ça aussi qui doit guider nos politiques. Quand on fait des politiques au Québec, on doit absolument répondre à la dette. Puis ça, si vous entendez, même la Coalition Avenir Québec, la CAQ, on l'entend, okay? La dette, c'est comme les plus grosses choses qu'on peut faire, nous, politiquement, dans la vie, c'est s'occuper de ça. Mais on va s'en occuper sans toucher aux impôts. Okay? On ne touche pas aux impôts pour les plus riches. On ne touche pas aux impôts, point. On ne hausse pas les impôts jamais. Mais on va régler la dette. Okay? Déjà là, il y a comme une espèce de dissonance cognitive qui s'installe. Mais parlons-en de la dette. Okay? On va parler de chiffres, on n'a pas peur. On va parler de la dette. Notre ratio dette-PIB au Québec, c'est ça. Okay? Quand je vous parlais du ratio dette-PIB, en Europe, on était à 70, on est passé à 90%, à 60, on considère qu'on est dans le trouble. Nous, on est parti à 57 en 98 et on a baissé à 48,6 en 2009. Ce qui veut dire que même si on ne rembourse pas la dette, notre économie, elle prend de l'expansion, elle grossit, ce qui fait que notre ratio change. Le crash économique ici, on repart un peu plus haut. Et on prévoit que ça monte, on est à peu près ici à 55. Puis là, on prévoit que ça va redescendre. Alors même si on enlève ça ici, ça c'est les chiffres de Revenu Québec en passant. Même si on enlève ça ici, on voit que quand même le feu n'est pas pris. Okay? On ne dit pas qu'il n'y a pas nécessairement un problème, on ne dit pas qu'il n'y a pas de dette, mais le feu n'est pas pris. Si on se compare, on réalise qu'on est au-dessus de la moyenne, okay, des pays de l'OCDE. On est au-dessus de la moyenne. Alors le feu n'est pas pris comme on aimerait nous faire croire. Les impôts, maintenant. Les impôts au Québec, ils baissent depuis belle lurette. Si on compare entre 2000 et 2011, en fait, dans toutes les balises d'imposition, on voit qu'il y a toujours une différence négative, en fait. On paye moins d'impôts maintenant qu'on en payait avant. All across the board, comme on dit en anglais. Tout le monde paye moins d'impôts, OK? Alors, ça l'a baissé. Moins d'impôts, moins d'impôts, moins d'impôts. Et ça fait en sorte qu'on a moins de revenus. Et ultimement, la question de l'austérité, elle revient à ça, d'accord?
c'est une question de perte de revenus. C'est pas une question de dépenses ou de baisser les dépenses. C'est vraiment une question de revenus. C'est pour ça qu'on met vraiment l'accent là-dessus. Et je reviens avec ça. Je t'avais parlé de l'imposition. Oui, c'est ça. Dans les 22 pays de l'OCDE, nous, on est ici, dans le flou, mais vous voyez qu'on est à peu près... pour l'imposition, ça va bien. Quand on dit qu'on taxe puis on met de l'impôt, il faut faire la part des choses, parce que si on se compare, on a beaucoup moins d'impôts ici qu'à bien d'autres endroits, dans les pays riches. Ah! Maintenant, pour l'évolution des revenus, on va prendre les questions à la fin, ça va? Pour ce qui est des revenus, au Québec, je vous parlais de la hausse des inégalités sociales. Nous, on a un super beau cas au Québec. Quand on regarde la hausse des inégalités sociales, OK? Vous voyez, ici, dans le bleu, on a le 1% de la population la plus riche du Québec. Alors, ces revenus oscillent dépendamment de l'économie, dépendamment des politiques en place, mais augmentent généralement à travers les âges, de 82 à 2011. Ensuite, le 5% plus riche en rouge, le 10% plus riche en vert. Et nous sommes le 90% le plus pauvre. On est là. On est le mauve ici, qui est un peu comme une ligne de EEG, tu sais, une personne qui a décédé. Ça bouge pas, OK? Ça stagne, et en fait, avec la hausse du coût de la vie, notre revenu, notre pouvoir d'achat recule. Lui, il diminue. Fait qu'on est pris là. Si on regarde juste entre 2009 et 2011, en fait, bon, c'est ça, on voit toujours des petites hausses. 1% plus riche, 5%, 10%. Et le 90% en dollars constants, là, on est à moins 0,9%. Juste sur cette période-là. Fait que ça, c'est pour la hausse des inégalités sociales. Alors, on voit que c'est une vraie situation, un vrai problème au Québec. Pour ce qui est de la croissance des programmes, hein, quand on coupe dans les programmes, on se dit, oui, mais on ne peut pas constamment mettre plus d'argent en santé, en éducation. À un moment donné, il faut que ça arrête. Mais si on regarde juste le pourcentage dans la croissance des programmes, chaque année, c'est quoi la proportion qu'on investit dans les programmes? On voit que ça aussi, ça baisse. Okay? Ça aussi, ça baisse. Si on regarde depuis 2003 jusqu'à 2014-2015, on atteint à peu près ce seuil-ci où on a environ 1% d'investissement, de croissance d'investissement sur les programmes au Québec. Fait que les programmes, on s'entend que c'est beaucoup ça qui est coupé, hein? Mais on voit qu'on était déjà en fait en train de baisser. Donc, on revient dans l'histoire récente, on commence à parler dans l'actualité, dans les mouvements sociaux, on commence à parler d'austérité avec le budget dans lequel on est maintenant, le budget 2014 de M. Leitao. Okay? C'est à partir de là qu'on commence à parler d'austérité. Mais là, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont venues avant. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en 2014? Le Parti libéral arrive au pouvoir et dit « il manque 3,7 milliards au budget annuel ». Alors, ben, il va falloir aller chercher ça, sinon on va financer la dette. Alors, donc, on veut revenir à l'équilibre budgétaire, hein, le déficit zéro. C'est ça notre objectif. Et puis, où est-ce qu'on va aller chercher l'argent? Ben là, ça, c'est l'autre question. Donc, on veut maintenir une croissance en santé. Ça, c'est dans l'argumentaire du gouvernement. On veut maintenir la croissance en santé. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va couper ailleurs. Donc là, on coupe dans les commissions scolaires, on coupe dans les services aux personnes handicapées, on va couper aussi les agents de la Fonde, hein, ça je vais y revenir. On coupe en relations internationales, les Rénov-Village, on coupe dans les cégeps, les universités. Depuis ce temps-là, il y a d'autres coupures qui se sont confirmées. Il faut que, par exemple, à l'UQAM, ils doivent couper de tant de pourcents leur salaire. Alors, on peut dire qu'on est vraiment dans des mesures d'austérité parce que là, non seulement il y a quand même beaucoup de fonctionnaires qui perdent leur emploi, on réduit effectivement la taille de l'État, mais aussi les gens qui doivent couper leur salaire. Et ça, c'est probablement la première fois, c'est la première fois en fait, qu'on a ça au Québec. Donc, on peut vraiment parler d'austérité. Hein? Donc là, il n'y a plus vraiment de nuances. Si des employés de l'État doivent couper leur salaire, okay, même que ça soit juste de 1%, c'est quand même extrêmement important. Alors qu'il devrait être indexé, le coût de la vie augmente. Alors, on a au budget de l'État, on a déjà fait des coupures, et depuis ce temps-là, ah ouais, j'ai pas pu m'en empêcher. Depuis... On dirait qu'il te regarde. Oui, c'est ça. Depuis ce temps-là, le gouvernement, M. Couillard, en fait, s'est déclaré comme un champion des ballons médiatiques. Alors,
fréquemment, de semaine en semaine, le gouvernement libéral a lancé ce qu'on appelle des ballons, c'est-à-dire, dans les médias, on lance une idée folle, hein? On jase comme ça. Qu'est-ce qui se passe si on module les tarifs des CPE? Juste de même, on y pense. Puis là, ils écoutent. Qui réagit? Comment est la réaction dans les médias, dans les mouvements sociaux? Est-ce qu'on fait des branle-bas de combat? Ils essaient d'écouter, voir qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce qui n'est pas populaire. Et ça, il y en a eu plein, tellement que c'est extrêmement dur à suivre. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, on a parlé de réduire les régimes d'assurance parentale, fermeture des conservatoires de musique, abolir les agences de santé, qui n'est pas rien, imposer les termes de régime de retraite, possiblement hausser la limite aussi de l'âge de retraite. Et, encore une fois, je le rappelle, le problème reste la perte de revenus. Parce que jamais on cherche à aller chercher plus de revenus là-dedans. Il y a quelques mesures très discrètes ou très peu ambitieuses qui ont été mises de l'avant, plus ou moins renégociées depuis. Alors, on ne va pas chercher vraiment plus de revenus, on cherche juste à couper. Et là où on arrive en environnement, hein, je vous avais dit qu'on arriverait en environnement, là où on arrive en environnement, c'est aussi à travers ce budget-là. Okay? Parce que si on dit, bon, ben, on n'ira pas chercher de revenus dans les impôts, on va couper dans les dépenses, on va aussi peut-être chercher à aller prendre des revenus ailleurs. Okay? Et les ressources naturelles du Québec sont vues comme étant une des grosses solutions. Depuis 2008, on axe souvent, très souvent, sur les ressources naturelles pour sauver notre économie ou la stimuler, parce que contrairement à la spéculation boursière ou les hypothèques ou on ne sait trop quoi, les ressources naturelles, elles, sont relativement stables dans le marché mondial. Okay? Il y a des fluctuations, mais on voit ça comme étant un investissement pas mal stable. Et dans le discours même de l'Étao et dans son budget aussi, si jamais vous avez la chance de parcourir les 600 quelques pages, on parle beaucoup des ressources naturelles. Et il a dit, on va miser là-dessus. Okay? On va miser là-dessus. C'est important pour nous. Et aussi le plan Nord, hein, qui est un peu l'amalgame de à peu près tout ce qu'on a. Alors c'est ça, fait que juste dans l'introduction, on parle déjà des ressources naturelles et ça donne le ton pour ce qui est des répercussions en environnement. Ça donne le ton. L'importance des ressources naturelles pour l'économie du Québec. Okay, ça, c'est une autre chose dont on n'est pas sûr. Fait que je voulais être certain de vous montrer des chiffres, qui sont encore les chiffres du gouvernement du Québec. Pour qu'on comprenne exactement c'est quoi la place des ressources naturelles, c'est quoi la place des forêts, des mines, l'énergie, le pétrole, c'est quoi la place que ça a dans notre économie et à quel point est-ce qu'on en est dépendant. Ça, c'est une grosse question quand même. Si on est pour intervenir, il faut qu'on se la pose. Alors, ce qu'on peut voir en fait, c'est qu'il y a une certaine importance. Okay? Les ressources naturelles comptent quand même pour environ 10% du PIB au Québec, ce qui n'est pas rien, d'accord? Mais ce qui, en termes d'emploi, est quand même presque négligeable par rapport à la place du PIB. Et la question des redevances, elle, c'est assez importante. Juste en termes de redevances, avant même qu'on calcule l'activité économique, les emplois, les impôts, tout le kit, juste c'est quoi le pourcentage des revenus des projets d'extraction de ressources naturelles qui reviennent à l'État québécois sous forme de redevances. Hein, quand on a parlé beaucoup des enjeux miniers, on se questionnait c'est quoi les redevances? On va chercher assez aux compagnies minières? Pas assez. Dans le printemps 2012 même, il y avait des leaders étudiants qui, à un moment donné, sont allés au micro pour dire peut-être qu'on pourrait aller chercher plus de redevances minières pour payer, pour compenser les coupures en éducation, par exemple. Et à ce moment-là, en environnement, on s'arrachait les cheveux de la tête. On était comme non, c'est pas nécessairement la solution. Okay? Avant d'aller voir ça comme la solution à tout, en tout cas, 1,4 milliard, ça c'est les revenus en redevances sur les ressources naturelles chaque année. Okay? 1,4 milliard. Pendant ce temps-là, le budget du gouvernement, le budget du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique est de 150 millions. 150 millions, grosso modo, versus 1,4 milliard pour les redevances. Et le budget total du gouvernement, qui n'est pas son PIB, mais le budget du gouvernement, de l'État québécois, c'est environ 74 milliards. OK? 74 milliards. Alors, c'est pas rien, OK? C'est pas rien, mais c'est 1,4, c'est une fraction, OK? Pour ce qui est du PIB, des exportations, des emplois, ça c'est peut-être un peu plus révélateur.
Bon, ça, je vous avais dit, c'est environ 10% du PIB, donc de l'activité économique, mais c'est 40% des exportations. 40% des exportations, alors on est encore un peu une région ressource. Hein? Donc on produit, on extrait nos ressources, puis on les envoie à l'étranger, et ça constitue une grosse partie de nos exportations. Par contre, pour les emplois, c'est pas, ça c'est comme, les emplois, c'est à peu près la moitié du PIB, et à peu près le 10e de la valeur des exportations. Alors, pour stimuler l'emploi au Québec, une des pires places où stimuler l'emploi, en fait, c'est les ressources naturelles. Okay? Si on veut créer de l'emploi, dans notre modèle actuel, puis je ne dis pas que ce n'est pas nécessairement une bonne chose, mais dans notre modèle actuel, en fait, on favorise des emplois qui sont très précaires, qui sont saisonniers, ou qui sont alors très éloignés et puis dans des conditions très difficiles, et qui vont aussi seulement ou presque à des hommes. Okay? Si on parle de l'industrie minière, par exemple, c'est beaucoup pour des hommes. Alors, si on s'intéresse à l'économie des régions, il faut quand même aller voir un peu plus loin. Maintenant, nous, en environnement, comment est-ce qu'on s'inscrit dans cette question d'austérité-là? Parce qu'on en parle à peu près partout. C'est aussi quelque chose qui est, qui est au bout de nos lèvres, à travers le mouvement, par exemple, des femmes, le mouvement syndical, le mouvement des étudiants et étudiantes, le mouvement environnemental. On sent qu'on a ça en commun, qu'on veut se battre contre ce phénomène-là. Mais, comment va s'orienter notre critique? Et ça, c'est une bonne question. Et c'est une question à laquelle je peux amener certaines réponses, mais où j'ai moi aussi finalement des questions. Même en parlant avec mes 80 groupes à travers le Québec, en essayant de saisir, de tâter le pouls, de voir comment on va s'organiser, comment on va lutter même là-dedans, on a nous-mêmes beaucoup d'interrogations. Et on réfléchit très fort là-dessus. Okay? On réfléchit très fort là-dessus, parce que c'est pas évident. Pour nous, donc, l'austérité, elle n'a pas commencé en 2008, et au Québec, elle n'a pas non plus commencé en 2014. Du moins, ses effets, okay, ses effets et le type de politique dont il s'agit, pour nous, en environnement, c'est pas récent. Okay? Ça fait quand même depuis longtemps. Si on pense à, je vous avais parlé de Lucien Bouchard, et au Parti libéral et au Parti québécois, nous, on a vu un tas de coupures dans le secteur environnemental. On en a vu tout plein. Une restructuration aussi beaucoup. Pour nous, en fait, l'austérité, ça apparaît comme étant beaucoup les effets extrêmes de l'économie capitaliste sur la société et l'environnement. Et nous, on associe la question de la société et de l'environnement. Quand on est critique du développement durable, c'est un peu dans cette optique-là, c'est vraiment de considérer les questions des inégalités sociales, considérer la question, par exemple, des personnes plus vulnérables, exclues, racisées. Okay? On inclut ça parce que pour nous, si on a une population qui est pauvre, qui est fragile, qui ne peut pas s'autodéterminer, on peut difficilement avoir une protection de l'environnement. Puis, en tout cas, moi, dans mon passé de forestier, c'est aussi ce que j'ai vu. C'est ce qui m'a intéressé même aux questions sociales parce que j'en avais rien à foutre. Je voulais juste, j'aimais les arbres, je voulais sauver les arbres. Et après ça, j'ai réalisé en parlant avec ceux qui opéraient les machines, les bûcherons, toute la kit, que c'est des gens qui étaient super endettés, puis qui allaient jamais, qui finalement étaient sensibles à la question de l'environnement, mais pour juste réussir à payer leurs dettes, puis à nourrir leur famille, allaient tout détruire ce qui était devant eux pour se rendre à la ressource. Okay? Parce qu'à un moment donné, tu es en situation de survie. Alors, tu n'es plus tellement libre de tes choix. Et ça, c'est un peu ce qu'il y a en fait sur notre critique. Donc, nous, on ne voit pas ici de nouveaux problèmes, on voit juste des problèmes qui étaient déjà là, qui sont pires. Ça accentue les phénomènes qu'on observait déjà. Et si, dans le fond, le rapport entre l'austérité et l'environnement est systémique, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une question de programme, c'est pas juste une question de on donne tant d'argent à telle place, que c'est plus gros en fait, notre critique aussi, elle est systémique. Donc, on essaie d'aller plus loin que juste dire Monsieur Couillard, renoncer sur telle ou telle coupe. Nous, on ne voit pas vraiment d'espoir là-dedans. On peut se rallier à une position comme celle-là, mais juste se battre sur quelques millions, ça ne va pas régler le problème, finalement, selon nous. Alors, bon, les impacts, je vais revenir sur les critiques, les impacts de l'austérité en environnement. Okay. C'est quoi? Il y a plusieurs choses. D'une part, dans la logique de l'austérité, bon, on cherche à diminuer les dépenses, première chose. On veut dépenser moins. Alors, où est-ce qu'on coupe? On coupe dans les ministères. On coupe dans les organismes communautaires environnementaux.
Et on désintègre davantage le filet de sécurité sociale du Québec. Ça, c'est beaucoup des choses qui sont déterminantes pour nous en environnement. Ensuite, on veut augmenter les revenus. Et là où on va chercher à augmenter les revenus, c'est dans l'augmentation du nombre de projets extractifs au Québec. De tout acabit, mines, pétrole, gaz, forêt, nommez-les, OK? Il y a plein de projets sur la table, et la pression de dire oui, de donner le feu vert à ces projets-là, et la pression des communautés à les accepter est énorme, OK? Encore plus dans le contexte où est-ce qu'on est. Et l'approche tarifaire aussi, elle nuit aux alternatives. Veut pas. Souvent, on fait payer les usagers et c'est comme dans une logique qui ne favorise pas du tout les alternatives écologistes, environnementales. Par exemple, je parle toujours de la carte de transport au métro à Montréal, en fait, qui a passé de 50 $ en 2002 à 82 $ en 2014. C'est presque le double. Puis là, ben, c'est sûr, tu sais, quand on fait ça, quand on augmente les tarifs des services collectifs, qui sont pour tout le monde, finalement, on n'encourage pas les gens. Tu sais. Par exemple, si on compare à ce que ça coûterait de juste se promener en auto, oui, c'est un peu plus cher, mais finalement, si c'est pas tellement plus cher, il est où l'intérêt? C'est juste économique, on donne pas d'intérêt. Vous avez ici quelques chiffres sur les budgets qu'on accorde au ministère. Alors, dans l'évolution, dans le temps, entre 2004 et 2015 à peu près, on voit qu'on a quand même augmenté le budget de certains ministères. Donc, santé, éducation, culture. Même culture, hein? Il y a beaucoup de coupures en culture, mais quand même, grosso modo, on a augmenté le budget du ministère. Et l'environnement, lui, qui était à 166 millions, est rendu à 157 millions 10 ans plus tard. Donc, c'est une perte réelle de 5 %. Mais en fait, avec l'inflation, la hausse du coût de la vie, c'est beaucoup plus que 5 %. On pourrait dire que c'est peut-être 10 %, 15 %, ça je ne suis pas sûr, mais on sait que c'est quand même, grosso modo, si on n'indexe pas un budget, c'est une coupure. Okay? Alors, on a réduit la taille, le pouvoir, la portée de notre seul chien de garde à peu près en environnement au Québec. Et comme de fait, les effectifs, donc le nombre d'employés au ministère de l'Environnement a baissé entre presque 2000 en 2003 jusqu'à un peu plus que 1500 en 2011. Et je n'ai pas les chiffres de 2014-2015, je serais vraiment très curieux, mais on pourrait s'attendre à ce que ça allait baisser davantage. Okay. Et qu'est-ce que ça a comme effet, ça, quand on a moins de monde dans un ministère? Ce que ça fait, d'une part, c'est une perte d'expertise. Hein? On a le politique, le cabinet du ministre, par exemple, du ministre Hortel, quand il prend des décisions, il doit pouvoir se retourner vers des spécialistes qui savent de quoi ils parlent, qui ne sont pas des économistes, pas nécessairement des avocats, qui sont, par exemple, des biologistes, de la faune, par exemple, et qui sont les gens qui savent de quoi on parle. Et quand on n'a pas cette expertise-là, qu'est-ce qu'on fait? On va au privé. On va, oui, ça, on peut aller au privé, ou on peut juste écouter l'industrie, qui, elle, a aussi ses spécialistes, qui dit, vous inquiétez pas, on a fait nos études, fait que, vérifiez pas. Et ça, c'est un désastre. Ce qu'on a vu, c'est pas juste en environnement, mais dans plein d'autres cas. Quand le gouvernement n'a pas d'expertise, comment est-ce qu'il peut évaluer le coût de la facture? À peu près impossible. Comment il peut évaluer les impacts environnementaux? À peu près impossible. Et on l'a vu dans le cas de Kakuna avec le beluga cet automne, où est-ce que finalement le ministère est allé de l'avant avec le projet à Kakuna qui menaçait le beluga. Et il n'y avait pas grand monde pour lui dire, lui donner un avis là-dessus. Okay? Il n'y avait pas vraiment de spécialistes là-dessus. À la dernière minute, ils sont allés voir une personne qui était une personne qu'ils avaient licenciée de toute façon. Et ils l'ont comme juste rembauché comme contractuel privé, juste pour avoir un avis. Ils sont allés trop vite. Et dans le jugement, en fait, la juge leur a dit, mais écoutez, vous ne saviez pas qu'est-ce que vous étiez en train de faire. Ils ont eu l'air fous. Okay? Et M. Hortel est toujours fâché après les groupes écolos qui lui ont montré en fait que l'empereur était nu. Et il n'a pas aimé ça, mais c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Puis nous, après ça, on doit fournir des expertises avec les moyens qu'on a, ce qui est extrêmement difficile, mais c'est parce que le gouvernement ne le fait pas. Okay? S'il le faisait, on n'aurait pas besoin de le faire. Alors, difficulté ou incapacité à inspecter, appliquer les règlements. Le gouvernement peut avoir les meilleures lois possibles, okay, être chef de file en matière de loi environnementale, s'il a, par exemple, un inspecteur ou une inspectrice pour couvrir 100 millions de kilomètres carrés.
ça sert à rien. OK? On a plein de lois sur, par exemple, la protection de la faune, mais là, si on n'a plus d'agent du ministère de la Faune, là, actuellement, il n'y a plus vraiment d'inspection, en fait, pour la faune. Les quelques inspecteurs, les quelques agents du ministère de la Faune qui restent en poste, il y en a très peu, ne peuvent pas faire d'inspection, ils ne sont pas assez nombreux. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Braconnage. Si je suis un braconneur, il n'y a plus personne pour m'en empêcher. Okay? C'est ce qu'on a compris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus non plus des instruments pour évaluer s'il y a du braconnage. Parce qu'il n'y a plus d'agent du ministre de la Faune. Fait y en a-tu plus de braconnage? Qu'est-ce qui se passe? Les inventaires, même phoniques, ça devient un problème. Okay? Fait que j'en parlais à des amis en Gaspésie. J'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé cet automne avec la chasse? Y a-tu plus de braconnage ou pas? Puis il était comme, ben, faut que tu ailles voir au club de skidoo. Va au club de skidoo, puis écoute qu'est-ce qui se passe, parce que personne ne peut te le dire sinon. Alors, on parle aux indicateurs, parle à moyen d'appliquer les règlements, et on parle notre expertise. La délation aussi en Gaspésie, ça cause... Oui, ben c'est ça, on va revenir là-dessus. Donc, c'est ça, pour ce qui est des consignes, en fait, qu'on a données, ben, je les ai juste transcrits un peu pour vous donner une idée. Qu'est-ce qu'on a dit aux agents? Ça, c'est pour New Richmond, mais les autres agents de la Faune ont reçu quelque chose de similaire cet automne. Et puis, ça, c'était même avant qu'il y ait 100 employés, 100 fonctionnaires au ministère de la Faune qui soient mis à pied. Alors, ce qu'on dit, grosso modo, c'est déplacez-vous moins, OK? Vous ne pouvez plus réparer ou acheter du nouvel équipement. Vous ne pouvez pas faire de temps supplémentaire. Et si vous vous déplacez, restez en dedans de 30 km du bureau. On sait qu'il y en a beaucoup à Québec. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à 30 km. Mais bon. Fait que c'est ça. Alors, on perd ça. Aussi, Cooper dans les organismes communautaires environnementaux. Alors, vous pouvez me voir super fâché ici. Quand on est sorti cet automne, nous, on a très peu de reconnaissance dans le mouvement communautaire en environnement. Contrairement, par exemple, aux autres secteurs qui ont une meilleure reconnaissance, par exemple, santé et services sociaux, depuis l'introduction d'une politique qui devait nous reconnaître en 2001, notre secteur, parmi les 20 autres secteurs du communautaire, a été très malmené. On a eu beaucoup de coupures, beaucoup de reculs. Et puis, il nous restait 2 petits mini-programmes depuis 2006 qui n'avaient juste jamais été indexés même. Et puis, cette année, on les a perdus. Alors là, c'est ça, officiellement, on les a perdus. Officieusement, le ministère nous dit qu'il va nous reconduire, renouveler tout ça. Mais pour nous, en tout cas, ça signifiait moins d'activité et pour certains des groupes, c'était carrément de cesser les activités. Comme l'Association québécoise d'éducation relative à l'environnement, l'AQPER, qui, sans ce financement-là, ne peut pas fonctionner. Et c'était déjà très peu. Et voilà, alors ça, c'est comme un des impacts, puis c'était clairement une mesure d'austérité. Ensuite, des intégrations du filet de sécurité sociale. Alors ça joue quand même. Quand on fait des coupures dans les régions, okay, quand on parle d'enlever les centres locaux d'emploi, les conférences régionales des élus, même si parfois on les trouve plus ou moins sympathiques, mais ils ont quand même un effet structurant. Okay? Quand on coupe 300 millions là, on coupe à l'aide sociale aussi. Pourquoi couper à l'aide sociale? On enlève là, grosso modo, on augmente la vulnérabilité des communautés. Okay? Si on est à Sept-Îles, on est au fin fond de la Gaspésie, on est dans des régions qui ont déjà été plutôt malmenées et où l'économie n'est pas nécessairement très forte. Quand on sent qu'il n'y a plus rien vraiment pour nous protéger si on n'a pas d'emploi, si on ne sera pas capable juste d'être en situation de sécurité alimentaire, est-ce qu'on va être capable de se nourrir suffisamment bien aussi? Qu'est-ce qui va se passer avec nous? Okay? Ça, c'est l'insécurité qui s'installe. Et à ce moment-là, quand on a un projet qui débarque, comme par exemple à Sept-Îles avec la mine Arnaud, un gros projet extractif, on n'est plus dans aucun rapport en fait de force, on est absolument dépendant. Et là, on va accepter n'importe quelle condition. Puis à la limite même, puis c'est même très dur pour nous, par exemple, à Sept-Îles, de dire aux gens, mais écoutez, laissez faire le projet de la mine Arnaud, c'est une super mauvaise idée. C'est une grosse mine à ciel ouvert pratiquement dans votre ville. Faites pas ça, mais les autres ils nous disent, oui, mais on a besoin de job. Hein? On a besoin de job. Fait que voilà. Fait que c'est ça. Donc, on rend les gens vulnérables. Après ça, ben, ils n'auront pas le choix de dire oui. Fait que ça, c'est pas conforme aux droits humains, ok, d'accord? Les communautés devraient pouvoir s'autodéterminer, décider juste démocratiquement, librement, qu'est-ce qu'on veut faire pour se développer. Et on l'a vu aussi beaucoup dans la campagne électorale. Ça, je trouvais ça quand même important. Couillard, qui, lui, il vient du Lac-Saint-Jean, d'accord?
de Saint-Félicien, donc très sensible aussi au lobby forestier, qui a fait beaucoup de représentations auprès de M. Couillard du Parti libéral. On sait que le lobby forestier n'aime pas la façon qu'on fait la protection du caribou au Québec. Alors, quand il y a du caribou dans un coin, il y a des normes qui s'appliquent et une compagnie ne peut pas ne peut pas faire de coupe à blanc de guillemets. Ça devient de facto un peu une aire protégée. Okay? Et puis, ils disent, ben, c'est trop, ça limite notre activité. Couillard, en campagne électorale, dit, on ne va pas sacrifier une seule job pour des caribous. Okay? Fuck les caribous. Okay? C'est ça sa plateforme. Donc, fuck les caribous. Et puis aussi, ben, quand on parle de développement durable, Couillard, à chaque fois, dit, oui, mais n'oubliez pas, dans le développement durable, il y a développement. Hein? N'oubliez pas ça. Puis il dit ça sans aucune ironie. Alors, c'est ça. Et puis, on a vu la création d'un nouveau ministère. Ça, c'est intéressant. Ministère de la forêt, de la faune et des parcs, qui est exactement le genre d'entité étatique qu'on aurait besoin si on voulait, par exemple, déréglementer les aires protégées par rapport aux caribous, OK? Et à l'exploitation forestière. C'est exactement les trois. Fait que ça n'a pas encore lieu. Moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est ça qui s'en vient. Alors, puis on le voit, le rapport entre l'austérité et l'environnement, là. Donc, on a besoin d'emplois en forêt, en région. En région, beaucoup de pression. On veut les jobs. Puis, s'il faut qu'on tasse les caribous, on tasse les caribous. OK. Fait que c'est ça. Fait que entre l'exploitation environnementale, précarité économique, c'est comme une corrélation presque parfaite, là. Alors, des projets extractifs au Québec, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, la pression, j'en ai parlé. Ben, c'est ça, juste ça, j'aurais pu faire une conférence là-dessus. Mais il y en a plein. La forêt, évidemment, beaucoup de pression en forêt boréale. Le plan Nord qui est relancé à nouveau. Dans le pétrole, inversion des pipelines, Anticosti, Saint-Laurent, Gaspé. Hydroélectricité, on a le projet de la Romaine qui se poursuit. On a les mini-centrales, on a la mine Arnaud à Sept-Îles. On a le projet Matouche aussi, qui est la première mine d'uranium, qui est un peu sur hold maintenant. On a un BAP, mais on attend de savoir. Donc, des projets extractifs, il y en a plein. Il va en avoir d'autres. Okay? C'est vraiment... il y a comme un boom, là. Okay. Donc, les questions de fond pour nous, okay? Les questions qu'on se pose à travers tout ça. Okay? Je sais que ça fait beaucoup de choses. Nous, ultimement, on a l'impression que c'est plutôt... Ce qui nous intéresse plutôt, là, c'est la question des inégalités sociales. Est-ce qu'on veut les réduire ou pas? Quel mode de développement est-ce qu'on priorise? La question de la croissance économique versus la décroissance. Okay? La décroissance, c'est pas nécessairement quelque chose qui fait consensus dans notre mouvement, mais on se pose la question quand même. Okay? On veut toujours une croissance économique. Notre environnement, lui, il y a une fin et des limites. Okay? Donc, on les voit, là, on l'observe en 2015, avec tous les problèmes environnementaux qu'on voit, on l'observe. Donc, c'est pas abstrait. Ça nous préoccupe. Puis, c'est quoi le rapport qu'on a au territoire? Hein, ça, c'est peut-être un peu plus méta, un peu plus, pas nécessairement philosophique, mais c'est une question de fond. Okay? C'est quoi le rapport au Québec? C'est quoi que nous, on veut avoir avec notre territoire? Et la question des droits humains aussi, qu'on revient systématiquement. Le droit à l'information, droit à l'autodétermination, droit à la santé. Il y a plein de droits humains qu'on ne respecte pas au Québec. Encore moins pour ce qui est des questions des Premières Nations, d'accord? L'autodétermination, c'est pas rien, ok? Et puis ça, on voit que c'est bafoué. Beaucoup de cas d'intimidation judiciaire encore. On a encore des poursuites bâillons, un peu moins. Mais intimidation judiciaire, par exemple, les gens qui se sont opposés au forage à Gaspé, qui ont été la cible durant le temps de Noël, qui ont été la cible d'injonctions, ok? Donc intimidation, ça c'est comme quelque chose qu'on observe. Puis la question plus grosse de la répression comme telle des groupes dissidents environnementaux, plus à l'échelle fédérale, on sait avec le projet de loi C-51 qui s'en vient, on essaie beaucoup d'associer les environnementalistes au terrorisme. On fait beaucoup d'associations par rapport à ça. Il n'y a pas eu d'arrestation dans ce sens-là, mais il y a un profilage politique qu'on sent. Éco-terroriste, peut-être? Oui, c'est ça. Fait qu'on arrive un peu à la question de l'ouverture, ok? Je vous avais dit que j'amenais certaines réponses, du moins que j'allais tenter, mais j'ai aussi quelques questions, parce que c'est un peu là qu'on est rendu, bien humblement. Nous, on s'implique activement dans le mouvement du printemps 2015.
On essaie de faire en sorte que l'environnement soit là, qu'il y ait du réseautage avec les groupes, qu'on se parle, qu'on se mobilise en région. Et pour nous, c'est pas tellement juste une question de se battre contre telle ou telle coupure, comme je vous ai dit, considérant que à peu près tous les secteurs de la société sont attaqués en même temps. Nous, on voit là un peu une opportunité, considérant aussi que ça va comme très mal dans l'environnement et que notre mouvement est comme sous-financé, coupé, réprimé. On se dit que c'est comme à peu près le moment, une opportunité du moins pour peut-être renverser la tendance. Okay? Renverser la tendance, pas juste essayer de faire quelques gains défensifs, mais vraiment bouleverser profondément l'ordre des choses. Okay? Juste comme, et là, après ça, qu'est-ce qui se passe après ça, on ne sait pas, mais on veut vraiment comme que ça soit un moment significatif, du moins pour la transformation sociale du Québec. Okay? Et puis, après ça, ben c'est ça, à travers ça, on se demande un peu c'est quoi les objectifs. C'est quoi les objectifs qui ont été formulés. On essaie de participer à la discussion, mais on a l'impression peut-être que ça manque. Quand on parle de grève sociale, par exemple, on interpelle le mouvement communautaire, où nous, on constitue quand même 3,5 % des emplois de la province. On est beaucoup dans le mouvement communautaire. On se prépare peut-être à aller en grève. Les étudiants et étudiantes aussi, le monde syndical. Mais là, qu'est-ce qu'on veut à travers tout ça? Est-ce qu'on veut juste comme que le gouvernement recule? Mais sur quoi, considérant qu'il a coupé à travers tous les secteurs? Est-ce qu'on veut juste qu'il recule en santé, en éducation? Les agents de la faune, ça serait cool. Non, mais il recule sur quoi? Parce qu'il a comme coupé partout. Donc, ça, c'est ambigu. Ensuite, est-ce qu'on veut comme re-questionner le système capitaliste au complet? Plusieurs de nos groupes membres, ça leur ferait plaisir. Okay? Ça leur ferait plaisir. Parce que en analyse environnementale, c'est beaucoup ça qu'on voit comme étant le problème. Alors, dans nos membres, on le sent, on l'entend. Est-ce qu'on veut juste revenir à une espèce de capitalisme keynésien, entre 39 et 70, qui favorise une classe moyenne? Est-ce qu'on veut revenir à ça? Est-ce que c'est même possible? Et est-ce qu'on veut juste complètement que le Parti libéral aille en élection, comme que le parti tombe, on va en élection, on fait un peu à la mode du printemps arabe, on se mobilise tout le monde jusqu'à temps que le gouvernement donne sa démission, puis là on repart en élection, puis ça va bien jusqu'ici à peu près. Je suis du gouvernement, ça va. Après ça, les élections, c'est pas évident. Mais en tout cas, je lance des idées comme ça, mais pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose d'inspirant sur lequel se rallier. Okay? Parce que se battre contre 150 millions de coupures, c'est pas inspirant pour nous, ça ne vient pas répondre aux problèmes. C'est pas une réponse qui est proportionnelle aux problèmes. Fait on va se mobiliser un peu, mais pour nous, on a l'impression que ça prend plus. Okay? Il n'y a plus de projet de société au Québec. Il n'y en a plus. Il y avait le projet indépendantiste. Là, le projet, c'est faire du cash, à peu près, à tutti quanti. Puis ça manque. Fait qu'on aimerait ça que, on puisse se rallier derrière quelque chose de plus positif, plus structurant, porteur d'espoir. Puis on sent que ça pourrait lever. Fait que c'est un peu le pari qu'on veut faire. Alors, c'est un peu sur cette note-là que je termine. Parce que c'est là qu'on est rendu, en fait. Fait que voilà, nous on poursuit la réflexion, puis je vais laisser la parole à Estelle pour la discussion. Merci beaucoup, Bruno.